Allez, il est l'heure, allons-y. Bonjour à tous, donc je vais faire comme les collègues d'à côté. Je vais essayer de ne pas parler trop fort, on va pas se, pas se chevaucher. L'important c'est que vous m'entendiez quand même. Donc je vais vous parler de Synthetic Data pendant les 45 prochaines minutes avec un gros focus sur la partie vision et puis des retours d'expérience. Juste avant de commencer, en main levée, qui a déjà entendu ou manipulé les GAN, les Generative Adversarial Network? Une personne, ok. Bon, bah, ça sera l'occasion, alors peut-être de poser des questions un peu particulières, puis pour les autres de découvrir. J'espère que je serai assez pédagogique sur le sujet. Une seconde pour me présenter. Je suis Jean-Paul Muller, je suis Global Practice IA du groupe GFI, et puis j'ai la responsabilité du Fab Lab de Paris. Si vous avez besoin de questions ou sur l'organisation de ce qu'on fait à GFI, vous venez au stand E229. C'est pas l'objet de la presse, je ne vais pas m'étendre. On a plein d'autres trucs à raconter. Pour commencer, l'introduction du credo de l'IA moderne. L'IA moderne, pourquoi je mets IA moderne, c'est j'oppose, il ne faut pas, mais j'oppose l'IA ancienne du machine learning qui était très orienté autour de la data, de la donnée chiffrée, et puis quelque part aujourd'hui, ce qu'on peut considérer être comme moderne parce que plus récent, au niveau du deep learning. Donc on dit que l'IA moderne est drivée par le deep learning, opéré et powered donc par les GPU. Effectivement, c'est ce qui a fait vraiment qui a changé la donne. Mais quoi qu'il arrive, un moteur sans essence ne va jamais très loin. Donc le sujet, ça va être encore une fois la data. Si on se donne des grandes ouvertures de portes ouvertes, on va dire, au niveau de ce que nous a donné l'IA en termes de leçons ces dernières années, c'est assez caricatural, mais ça reste quand même assez fondamentalement vrai. D'une manière générale, le training d'un modèle et en IA va quand même être très dépendant du volume de data. Et globalement, plus on a de data, mieux on se porte. Alors, c'est pas que le seul truc important. L'importance va être au niveau de la diversité de la data. Si on a toujours les mêmes data, on va ce qu'on appelle overfitter les modèles, c'est-à-dire qu'ils vont apprendre qu'un seul truc et ils vont pas avoir la vue globale. Et lorsqu'on les mettra dans la vraie vie, ils risquent de ne détecter, entre guillemets, de faire des prévisions que uniquement le périmètre sur lequel ils auront appris. Et donc la diversité de la donnée est quelque chose de fondamental, voire plus important que le volume, là où on a beaucoup focusé sur le volume. La mauvaise nouvelle, entre guillemets, c'est que c'est pas parce qu'on sort de 10 ans de big data. Alors 10 ans, peut-être 8, j'en sais rien, peu importe, ça fait quand même un bout de temps. On nous dit infobésité, on a trop de data, on ne sait pas quoi en faire, etc. Et malheureusement, le constat, c'est que ce n'est pas forcément les bonnes données pour ce qu'on voudrait faire avec de l'IA. Soit ce n'est pas les bonnes, carrément, c'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas celles qu'il faut, soit elles ne sont pas prêtes, elles ne sont pas préparées pour être efficaces directement, pour être utilisées avec de l'IA. Et puis dernier point, c'est un petit peu différent, mais le phénomène de l'anonymisation, qui a été un gros sujet autour de la data, pour les datas qui sont à caractère personnel, comment on fait pour pouvoir utiliser de la data quand même, avec les problèmes dits de GDPR, etc., rester éthique, entre guillemets, et quand même pouvoir essayer de faire des choses avec les datas qui portent des caractères personnels. Le domaine de l'anonymisation a atteint depuis assez longtemps ses limites. On a du mal à faire mieux avec les techniques d'anonymisation. C'est des étapes qui sont compliquées. Et puis on aimerait bien aujourd'hui peut-être passer de l'anonymisation à ce que j'appelle l'avatarisation, c'est-à-dire ne plus chercher à cacher des données, mais plutôt à créer des sosies des données pour pouvoir travailler dessus. Et tout ça, en fait, c'est le sujet finalement qui nous amène à la synthetic data. Donc qu'est-ce que c'est déjà la synthetic data? De quoi on parle? Je fais une petite définition. D'ailleurs, c'est pas moi qui fais la définition, c'est une définition qui est officielle. C'est l'acte de générer artificiellement un dataset en vue de le modifier, de générer artificiellement, ou de modifier un dataset existant, en vue de l'augmenter ou de le remplacer. Et ça, c'est super important parce que finalement, nous, on a catégorisé un peu les trois types de synthétique data: l'augmentation, l'altération et la génération. Alors, juste une petite définition, et avant de passer à la définition, le fait est que dans tous les cas, on ne part jamais de rien. C'est-à-dire que pas de data, pas d'IA. Ça reste vrai. C'est totalement vrai. La question de la synthétique data, c'est pas beaucoup de data, est-ce que quand même IA?
Et donc, si on fait un petit point sur un petit détail sur ce qu'on entend par augmentation, altération, etc., voilà les définitions qu'on se donne. L'augmentation, c'est une déformation de la donnée existante, encore une fois existante, et on va avoir en vue de cette data que l'on a déformée, de l'ajouter à la data qui existe, pour donc l'augmenter. L'altération, c'est un besoin de remplacement. C'est-à-dire qu'on va déformer la data existante pour ne pas utiliser le cumul des deux, mais bien remplacer la data qui existe par cette data que l'on a altérée. Et c'est notamment cette voie-là qui nous amène à cette avatarisation. Donc on va essayer de déformer la data suffisamment de manière importante pour éviter la réidentification, on va voir après, et de suffisamment, pas trop loin, pour éviter qu'on finalement on ne crée de la data qui n'a plus rien à voir avec celle qu'on avait au début. Et la génération, on ne va plus altérer, on ne va plus modifier, on ne va plus déformer, on va vraiment créer une data à partir de data existantes qui va ressembler à la data initiale. Alors ce que je vous dis là, c'est loin d'être nouveau, puisque le premier thème de la synthétique data est apparu en 1993. Alors bon, évidemment, c'est pas non plus en 1945, hein, mais c'est assez vieux, entre guillemets. Et c'était des statisticiens qui travaillaient sur justement l'aspect privatif de la data pour éviter, pour pouvoir utiliser pour pouvoir utiliser de la data privée. Nos équipes sont mobilisées. Pendant très longtemps, c'est-à-dire pendant 20 ans, en fait, il y a eu de nombreuses approches statistiques qui ont permis de faire des générateurs pour aller soit déformer la data de manière intelligente et pour garder les features statistiques et donc ne pas trop la déformer en tant que telle. Et puis il y a eu deux grosses en fait découvertes, inventions, études, en tout cas recherches, en 2013 et en 2014, qui ont complètement bouleversé le domaine de la synthétique data. Les VAE, Variational Autoencoder, et surtout, les fameux GAN, parce que je posais la question au début, les Generative Adversarial Network. Je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est le principe et qu'est-ce qu'on peut en faire. Donc, comme je disais, il y a un vrai paradoxe dans la synthétique data, c'est-à-dire que la donnée augmentée, altérée ou générée, elle doit être suffisamment loin de la data existante pour ne pas permettre la réidentification, mais elle doit être suffisamment près de la data existante pour ne pas générer quelque chose dont on n'aurait pas besoin, parce que ça serait tellement différent de ce qu'on cherche à créer qu'on ne pourrait pas l'utiliser. Et tout ça, évidemment, en gardant les features, c'est-à-dire les caractéristiques propres de cette data. Alors, je vous parle de data. Nous, dans notre tête, quand on parle de data, ce n'est pas que des chiffres. Il n'y a pas une synthétique data, mais il y a 4 synthétiques data. 4 synthétiques data en fonction des domaines, des types de data. Et on fait vraiment l'amalgame, nous, en termes de data, la data des chiffres, la data science au sens large. Hein. Exemple, c'est ce que je dis depuis le début, c'est l'avatarisation. J'ai une data de santé, un dossier médical, enfin des dossiers médicaux, j'ai des plans de carrière, j'ai des données d'enseignement, enfin des choses qui caractérisent une personne par rapport à sa vie, par exemple. Je voudrais bien faire des études dessus. Mais malheureusement, études, GDPR, déclaration, est-ce que vous êtes d'accord? Oui, non, etc. Donc ça pose plein de problèmes, d'une part éthiques éventuellement, parce que c'est quand même des datas personnelles, d'autre part juridiques. Et l'idée de la synthétique data, on est là sur l'augmentation ou l'altération, c'est-à-dire de la modifier suffisamment pour qu'on ne puisse pas réidentifier la personne, mais qu'on puisse finalement créer des sosies numériques de la vie de ce groupe de datasets. Ensuite, on a les sons qui est un autre type de données, et tout ce qui est lié au vibratoire. Par exemple, nous on utilise, alors aujourd'hui, tout ce qui est text-to-speech et speech-to-text est extrêmement bien répandu, extrêmement facile à utiliser et extrêmement bien entraîné. Mais il y a quand même des choses qui sont assez compliquées. Ça gère assez mal les accents des gens dans une langue. Ça gère relativement mal les bruits ambiants spécifiques. Il y a des modèles qui sont très très bien entraînés pour le bruit général, mais des bruits spécifiques qui vont être un petit peu plus compliqués. Et bien là, en fait, vu qu'il y a aujourd'hui des synthèses vocales en text-to-speech
qui sont extrêmement performantes. On peut utiliser ces synthèses vocales pour générer des voix, donc du son, qui serviront à entraîner des modèles spécifiques de speech-to-text. Et on fait une boucle, en fait, et ça, c'est typiquement de la synthetic data quand même, puisque la voix qui a été générée, donc la phrase que l'ordinateur va produire, n'existe pas, elle a été générée artificiellement par un moteur de génération synthétique. Le text-to-speech est typiquement de la synthetic data de son vocal. Ensuite, on est très près, avec la voix, des mots. Je ne sais pas si vous avez suivi le sujet de GPT-2 et GPT-3, qui sont les modèles de génération du langage, pas de compréhension, de génération du langage d'OpenAI, où aujourd'hui, on peut construire des sites web, des blogs, des articles entiers qui sont impossibles pour un humain à détecter en termes de... C'est un ordinateur qui a écrit le texte. On va utiliser, nous, typiquement, des générateurs de paraphrases pour entraîner les chatbots. Quand on fait un chatbot, le sujet, c'est bien identifier le périmètre, les intentions qui devront être traitées, etc. Et puis pour l'entraîner en tant que tel, une fois qu'on a la liste des intentions, en fait, il va falloir travailler les utérances, ce qu'on appelle les utérances, c'est-à-dire la manière différente que les personnes vont avoir à exprimer en langage naturel l'intention en tant que telle. Par exemple, demain, je vais à Orléans. L'intention, c'est, si on est sur le site de la SNCF, c'est acheter un billet de train pour aller à Orléans. Il n'y a ni acheter, ni billet, ni train dans ma phrase. Et pourtant, mon intention, c'est bien d'acheter un billet de train. Effectivement, c'est pour aller à Orléans, mais mon intention, c'est d'acheter un billet de train. Donc en fait, un chatbot et un bon chatbot, il doit comprendre le plus, finalement, de paraphrases possible autour d'un concept d'intention. Et donc, c'est une étape qui est un petit peu fastidieuse. Donc si on peut utiliser l'IA pour pouvoir générer des paraphrases automatiques pour pouvoir entraîner un chatbot qui est lui-même une IA, on a fait la boucle. L'IA au service de l'IA. Et c'est de la synthétique data. Et ensuite, les images, ça va être le focus de la présentation. Alors, on peut faire beaucoup de choses en images. Souvent, le besoin, c'est de générer des datasets d'entraînement parce que je n'ai pas les moyens d'avoir beaucoup de data. En tout cas, pas suffisamment de data pour obtenir une pertinence d'entraînement qui est suffisante. On verra les cas d'application. Un point important à avoir en tête, c'est la composante artistique de ces trois derniers types de données. Il y a rarement de l'artistique dans une data tabulaire, dans une base de données. C'est assez rare. Par contre, tout ce qui est son, tout ce qui est mots, tout ce qui est image, on a des générateurs maintenant. D'ailleurs, par rapport à l'image, c'est ça qui est le plus grand public, parce que, comme vous allez voir, c'est des choses qu'on est un petit peu habitué à voir. Et puis, tout de suite, il y a eu la première œuvre artistique qui a été créée par une machine, qui a été vendue aux enchères, etc. Il y a un petit peu de buzz par rapport à ça. Et puis aujourd'hui, on est en termes de son, on est avec des compositions sur des thèmes de musique qui sont assez bluffantes quand on creuse un peu le sujet. L'objectif, c'est pas de vous dire ce qui peut se faire, c'est de vous donner un peu des applications et comment ça marche. Mais allez voir si ça vous intéresse, les nouveaux compositeurs artificiels, c'est extrêmement bluffant en termes de rendu. Si on fait un petit focus sur la synthetic data pour les images, on va même se focaliser sur en fait, le use case du titre, c'est-à-dire la détection de défauts. Pourquoi on s'intéresse à la synthetic data pour la détection de défauts ? Parce qu'en fait, par définition, on n'a pas beaucoup, en tout cas c'est ce qu'on espère chez nos partenaires industriels qui ont le problème, qui veulent par exemple automatiser ou passer d'un échantillonnage à du contrôle continu, par exemple. En fait, leur boulot, finalement, leur but, c'est de générer le moins de défauts possible, quand même, sur une chaîne. Donc, par définition, on va avoir peu de défauts. Et puis, ces défauts-là, même s'il n'y en a pas beaucoup, il faut quand même aller les capter sur la préparation de la data. Assez rarement, ça peut arriver, mais assez rarement, il y a déjà les infrastructures pour aller capter les images. Donc, il faut, quand on démarre un projet de détection de défauts par computer vision, on va pouvoir dire, soit on dit à notre client, vous inquiétez pas, vous nous donnez une petite dizaine de milliers d'images, si vous avez 15, 20 000, c'est quand même mieux, du défaut, et puis on va entraîner un modèle, c'est plié en un mois, c'est bon. Évidemment, l'industriel n'a pas
15 000 défauts disponibles comme ça, en claquant des doigts. Donc ça veut dire qu'il va falloir aller les prendre en photo. C'est bête, hein, mais il faut aller les prendre en photo. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que soit on installe un banc de shooting dans l'usine et on fait des modifications de process, c'est-à-dire que l'opérateur, s'il tombe sur quelque chose qui a un défaut, il ne le met pas à côté, enfin avant de le mettre là où il le mettait avant, il faut qu'il le mette à une étape sur laquelle il y a une photo qui est prise, qui est enregistrée, etc. etc., etc. C'est assez pénible, ou alors il y a du stockage, parce qu'on va faire une campagne de shooting. On vient et on prend 6 mois de défaut. Et tout ça prend du temps. Et en plus, après, c'est pas fini, parce qu'il va falloir faire cette fameuse charge. Alors même si maintenant, il y a de plus en plus de systèmes, mais qui sont encore un peu balbutiants, d'auto-labellisation, eh bien, en fait, il faut labelliser la donnée pour fournir à l'ordinateur, à l'IA, l'information de dire ça, c'est un défaut. S'il y a plusieurs classes, ça c'est un défaut de classe 1, ça c'est un défaut de classe 2, ça c'est aussi un défaut de classe 1, etc., etc. Et ce travail doit donc être fait sur un dataset. Et évidemment, on comprend bien que moins on a de travail à faire en termes de volume là-dessus, mieux on va se porter. Sauf que l'IA nous dit « Ah oui, mais moi, si tu me donnes 15 photos, je vais te reconnaître vaguement ce que tu m'as donné, et la généralisation, je vais rater, mais la quasi-totalité des défauts, parce que je n'aurai pas la vue générale de ce que ça peut être un défaut. » Je vous ai juste mis Zooniverse ici, je ne sais pas si vous connaissez la plateforme, c'est juste pour montrer que la problématique de la labellisation est un vrai sujet. Et en fait, on a de plus en plus de plateformes générales qui vont demander de l'aide aux gens, aux bénévoles, c'est le cas de Zooniverse. Il y a des plateformes qui sont en Mechanical Turk qui sont payantes. On peut même labelliser et être rémunéré pour labelliser des images. Dans l'idée Zooniverse, il y a même la dernière mission sur Mars où on peut aller passer du temps et labelliser des éléments de Mars pour qu'on reconnaisse mieux ce que les rovers là-haut sont en train de faire, etc., etc. Donc le sujet de la labellisation est quand même un gros sujet. Et puis la labellisation le volume et le besoin en termes de diversité va complètement dépendre du type de modèle dont on a besoin. Si vous êtes dans un cas où vous savez que ce que vous allez avoir détecté est toujours au même endroit, toujours avec le même background, toujours avec le même éclairage, toujours avec la même position, etc., vous êtes dans un cas quasi déterministe, et donc ça va, et on n'a pas besoin de généraliser. Donc on n'a pas beaucoup de besoin de diversité. On va avoir besoin de la diversité sur le défaut en tant que tel. Mais si en plus vous êtes dans un cas où en fait, vous ne savez pas trop comment la pièce va arriver, ou alors c'est dehors, il faut reconnaître un truc, bref, tous les modèles qui sont généralistes vont avoir besoin de beaucoup plus de données que des modèles qui sont plutôt déterministes, c'est-à-dire dans le sens où on maîtrise la manière dont l'image va arriver. Donc comment on fait pour faire de l'augmentation, de la synthétique data? Donc il y a une première étape d'augmentation, très simple. Pour que ce soit simple, j'ai pris un chat. En fait, il y a des chats partout, hein. Des chats sur YouTube, il y a des chats dans l'IA, il y a des chats partout. Donc même là, il y a un chat. Comment on fait de la data augmentation? En fait, on prend une image et on va la déformer, tout bêtement. C'est tout bête. On va altérer l'image de manière raisonnable, en termes notamment de distorsion. Et puis, on va pouvoir donc générer des images qui auraient pu être celles qui auraient été prises si c'était plus sombre, si c'était plus contrasté, si c'était plus ceci, si c'était plus cela. Évidemment, si on prend juste une image ou une ou deux images de chat, en termes de position, en termes de race, on va créer un modèle qui ne sait reconnaître que ces chats-là dans ces positions-là, mieux que si on n'avait que 3-4 photos de chats, mais ça veut dire qu'il faut qu'on fasse le travail d'augmentation sur quand même un dataset important qui représente la diversité. Ensuite, on fait ce qu'on appelle du reenactment. Le reenactment, c'est la réinjection d'une image dans une autre pour pouvoir gérer les backgrounds. Si on a besoin d'être dans un modèle généraliste, c'est-à-dire je dois reconnaître une personne, une silhouette, n'importe où, n'importe comment. C'est le cas par exemple d'OpenPose, PoseNet. Vous savez, les modèles sur étagère qui dessinent les squelettes. Il y a beaucoup de démos comme ça qui fonctionnent avec ça. Donc ça, c'est disponible sur étagère. C'est très facile à utiliser. Et ça a nécessité des milliers et des milliers d'images de silhouettes qui ont été labellisées à la main pour déterminer qu'est-ce que c'est l'épaule, qu'est-ce que c'est le coude, etc. Avec des centaines et des centaines et des centaines de backgrounds différents, puisque le background va jouer un rôle essentiel quand on fait de la reconnaissance.
Donc là, en termes, pour vous donner un peu un ordre d'idée, on peut doubler. Parce que si on fait trop, on génère des trucs qui vont dégrader le modèle en termes de pertinence. Donc on va doubler, et puis après, les backgrounds, on peut se faire plaisir. Il n'y a presque pas de limite, et ça ne sert à rien d'en faire trop, parce que on arrive vite à un plateau. Alors que si on altère trop, on dégrade les modèles. Comment on fait si on n'a aucune image? Alors en fait, si on a la chance d'avoir les modèles 3D, du coup, on peut générer des datasets très simplement. Alors très simplement, quelques petits guillemets quand même. On prend le modèle 3D, globalement, on fait un shooting virtuel avec des caméras virtuelles qui génèrent des dizaines ou des centaines de positions de l'objet, si on a besoin d'un rendu généraliste. On applique, et c'est là où il faut avoir les textures. Si on n'a pas les textures, on ne générera pas quelque chose de correct. Si on a les textures, on génère des photos en photoréaliste, on fait le reenactment, et on a un tout joli dataset qui permet en fait de pouvoir détecter un objet qu'on n'a jamais vu, et donc pour lesquels on n'a jamais eu de vraies photos. Alors en fait, c'est pas totalement vrai. Un petit exemple avec une boîte de Pringles. Donc là, on a le modèle 3D de la boîte de Pringles texturée. On a généré des centaines de photos de la boîte de Pringles sous tous les sens, ce qui nous permet d'avoir un modèle qui sait le reconnaître dans tous les sens. En fait, c'est pas vrai. Donc je vous vends un truc qui n'est pas vrai. Non, c'est pas tout à fait vrai. C'est-à-dire qu'il faut toujours avoir, idéalement, pour avoir un bon modèle de prod, réinjecter des photos de la vraie vie. C'est-à-dire qu'on va avoir un modèle qui va être pertinent en V1.0 avec que des datas artificielles. Ça nous permettra de détecter sur les premières captures des photos réelles, pour lesquelles il y a un score extrêmement élevé de détection. Ces scores-là, on les extrait, on les réinjecte dans le dataset pour qu'il y ait des vraies images qui soient mises dans le dataset des images artificielles pour avoir un modèle de prod. C'est super important. On ne peut pas aujourd'hui, encore aujourd'hui, je ne dis pas peut-être demain, mais on ne peut pas aujourd'hui encore pouvoir entraîner un modèle avec 100% de data synthétique. Ça ne marche pas bien. La dernière évolution dans l'IA, c'est quand l'idée est tellement simple qu'on peut se dire mais pourquoi on n'y a pas passé avant? C'est quand on met des modèles qui s'auto-vérifient. Donc en fait, l'idée c'est de dire en fait, on a un dataset et on va entraîner un modèle à reconnaître le truc qu'on doit détecter. Très bien. Et quand on veut faire de la synthétique data sur ce type de données, en fait on va mettre un autre réseau qui lui est générateur. Ce n'est pas un détecteur, c'est un générateur. Donc lui, il n'est pas là pour faire une prédiction, une prévision sur est-ce que c'est tel objet ou pas, ou une détection. Il est là pour générer à partir de bruit. Vous allez voir, c'est vraiment la notion de bruit, c'est-à-dire des pixels de toutes les couleurs qui sont mis n'importe comment. Générer une image. Et ce qu'on veut, c'est qu'il génère l'image des mêmes types d'images que le dataset qu'on a utilisé pour entraîner. Et donc, le rôle du discriminateur, il va être de dire si c'est oui, une vraie image, ou non, une fausse image. Donc, on va lui donner le résultat. Et le discriminateur va jouer un rôle de, moi, ce que j'appelle, c'est le chaud-froid. Alors, il donne un truc, et puis le discriminateur, il fait non, ça, c'est une image fausse. Puis en plus, t'es froid, quoi. Ça n'a rien à voir avec moi, ce que j'ai appris. T'es vraiment loin de m'avoir. Et lorsque le générateur, à force d'itérer comme ça, d'itérer, de faire des essais, et de converger lentement vers le discriminateur qui fait « ouais, là, t'es chaud. Là, t'es chaud. » Au bout d'un moment, le discriminateur, enfin, le générateur est tellement chaud, entre guillemets, que le discriminateur, il dit « ouais, c'est une vraie image. » Et une fois qu'on est arrivé à cette stabilité où le générateur arrive à duper le discriminateur, alors on a un super outil de synthétique data qui sait générer des images du même type que ce qu'on avait voulu entraîner. Ce sont les générator, adversarial, le discriminator, network, les GAN, générative, adversarial, network. Ça, c'est le truc qui a été inventé en 1994, qui a totalement révolutionné le monde de la synthétique data et autres. Comme je suis sûr que vous aimez les chats, et puis ceux qui n'aiment pas les chats, tant pis, vous allez avoir des chats, je réexplique pour que vous compreniez bien avec les chats. On a donc un million datasets, million 4 datasets. On a plein de chats. On va entraîner un modèle discriminateur à reconnaître des chats. Une fois qu'il est entraîné, il sait reconnaître des chats. On met un générateur en face,
On lui met du bruit. Du bruit, c'est vraiment ça, hein. C'est vraiment ça, vraiment, pour de vrai. Ce sont une répartition gaussienne de couleurs de pixels. On l'injecte. Le générateur va générer des trucs. Le discriminateur dira non, ça c'est pas un chat du tout. Mais bon, t'es pas froid non plus, quoi. Il y avait des yeux, un espèce de truc, jusqu'à ce que, en fait, donc il lui fait sa boucle, hein, jusqu'à ce qu'il arrive à générer une image qui est suffisamment proche de ce que le discriminateur a appris pour dire ouais, ça de toute façon c'est une vraie image. Alors que non, c'est pas une vraie image. C'est juste que le générateur est arrivé à duper le discriminateur. C'est quelque chose qui vient, les GAN et tout le travail qui a été fait depuis 2014, qui a été énormément travaillé sur les visages humains. Donc en 2014, ça donnait ça. C'est les premiers travaux qui ont été faits. On travaillait sur des images noir et blanc en 64-64, en termes de nombre de pixels. Un an après, on a réussi à gérer de la couleur. Un an après, on est passé de 64 à 128. Ça fait quand même des toutes petites vignettes, hein. Un an après, on a fait un bond terrible à 1024. Je vais vous expliquer pourquoi. Et aujourd'hui, alors depuis 2018, fin 2018, début 2019, on en est là. Je ne sais pas si vous connaissez le thispersondoesnotexist.com. Je vous invite, si vous ne connaissez pas, à y aller. Je vous assure que les photos que vous verrez sont des vrais gens, enfin non justement, sont des vraies images de gens qui n'existent absolument pas. Vraiment. C'est-à-dire que cette personne-là, ce n'est pas une photo d'une personne, c'est une personne qui n'existe pas. Elle a été générée artificiellement. Pourquoi on a eu un bond de dimension, de DPI? Parce qu'en fait, vous imaginez bien que le principe même d'un GAN, quand on lui dit qu'il faut qu'il génère une image de 1024 ou plus depuis du bruit et qu'il arrive à générer un visage qui ressemble à un visage, il va y avoir un certain nombre d'itérations et que l'autre, il va lui dire c'est froid. Donc ça veut dire que générer des images de haut niveau et en HD est un exercice compliqué. Et là où il y a eu des gens qui ont vraiment, c'est Nvidia, hein, travaillé là-dessus, qui ont été extrêmement intelligentes, c'est de travailler de manière progressive. Et la manière progressive, c'est quoi? C'est qu'en fait, on ne va pas prendre tout de suite la dimension de l'image qu'on veut tout de suite, on ne va pas le prendre tout de suite. On va le faire progressivement. C'est-à-dire qu'on va prendre des images 4x4. Donc on va prendre notre dataset d'images cibles, on va les dégrader pour faire des images 4x4. On va entraîner un premier GAN en 4x4. On va demander au générateur de faire des images 4x4. Et puis c'est facile. Là, il va générer très vite en disant ouais, ça c'est bon, c'est une image. Et puis on va doubler. Une fois qu'on est stable sur 4x4, alors on fait du 8x8. Une fois qu'on est stable sur le 8x8, alors on réentraîne encore une fois un nouveau en 16-16 et on lui fait se faire duper. Et on réentraîne en 32, etc. Et ça s'appelle le Progressive Growing GAN. C'est ce qui a permis de vraiment démocratiser, c'est peut-être un petit peu exagéré comme terme, mais permettre une utilisabilité réelle des GAN. Petite image. Voilà. Donc vous voyez la manière progressive, vous voyez les pixels qui se réduisent au fur et à mesure, jusqu'à arriver à la taille qu'on veut. Et là, c'était un dataset de meubles, Louis XV, je ne sais plus, bon bref. Et donc, le système va itérer jusqu'à ce que le discriminateur se fasse avoir par l'image qui va être générée par le générateur. Je vous parle très très rapidement parce que là je m'étends là. On peut travailler sur des paires d'images. C'est super important. C'est-à-dire qu'au lieu d'entraîner avec une image, on entraîne une paire d'images. C'est-à-dire qu'on lui dit par exemple, voilà, je te donne un paysage en été et je te donne le même paysage en hiver. Je te redonne un paysage en été et je te redonne le même paysage en hiver. C'est-à-dire qu'on va avoir les images et deux domaines d'application. Deux domaines. Et on ne va plus, dans ce cas-là, dans le générateur, lui donner du bruit, on va lui donner une image. Alors évidemment, il faut que ça soit une image qui soit du même type que l'image avec laquelle on a entraîné. Si vous entraînez un modèle avec des images de paysages été, hiver, et vous mettez une photo de chat en entrée, il ne se passera globalement rien. L'idée, c'est de lui donner une image de paysage en été, et que lui génère ce que ça donnerait en hiver.
C'est une traduction d'image. Et comment ça marche? En fait, il y a deux fonctions de perte. Il y a est-ce que l'image est suffisamment crédible pour être une image, vraiment? Et l'autre fonction de perte, c'est à quelle distance on est du domaine B. Est-ce que tu m'as bien généré un paysage? Et est-ce qu'en plus, ce paysage, moi je considère qu'il est bien en hiver, puisque je peux comparer avec toutes les paires que j'ai appris, je peux comparer si c'est bien plutôt de l'hiver, et je peux dire c'est plutôt un paysage. C'est comme ça que ça marche. Alors vous allez comprendre pourquoi je vous parle de ça, en fait, après. L'entraînement particulier avec de l'os, hop, je pense, parce que, voilà. Juste pour vous présenter, ça sert pas qu'à faire du jour-nuit, du été, machin. Ça permet de faire de la segmentation, ça permet de faire plein de trucs. Ça permet globalement, imaginez que si vous vouliez traduire une image d'un type d'image vers un autre type d'image, et ben en fait, ça sert à ça. Et là, vous avez, j'ai donné des exemples où il n'y a pas de chat. Et en fait, si. Si vous avez sur ce lien-là, vous avez un petit outil qui vous permet de vous amuser avec des pix-to-pix, donc le truc que je vous présenterai, qui a de traduction. En fait, là, le modèle a été entraîné avec des dessins, des contours, des dessins de chat, et l'image du chat. Et du coup, avec la petite interface, on peut dessiner un truc, et ça génère un chat, en fait, qui devrait ressembler au petit dessin du truc. Alors voilà quoi. Mais si on dessine à peu près un beau chat, bah, ça génère à peu près un beau chat. C'est extraordinaire. Bon, bref, reste que le GAN, en fait, ils ont quand même besoin de pas mal de données. Et il y a des gens qui ont travaillé, je ne vais pas vous expliquer comment ça marche, parce que là, on n'a vraiment pas le temps, sur les signes GAN. C'est-à-dire, on met une seule image, et ça va générer des autres images. Et ça va générer des images, en plus de tailles diverses. Et en fait, vous voyez, là, c'est les images d'entraînement. Et puis, vous allez avoir, en fait, c'est assez subtil, mais ça garde le ton, le concept, et ça va modifier, finalement, certaines des features. Donc là, ça va déplacer les oiseaux, créer des nouveaux oiseaux, mais des oiseaux qui sont suffisamment crédibles pour que le système puisse se faire duper par le fait que, comme il avait eu en entrée des features qui ressemblaient, il dit « ouais, ok, c'est crédible ». Et il y en a beaucoup d'autres. Quand je dis que les GAN ont révolutionné le domaine, c'est vraiment... Alors, ils ont révolutionné, non, ils sont en train de révolutionner le domaine. C'est vraiment vrai. On va tous être remplis de GAN dans les prochains mois, dans les prochaines années, parce que ça ouvre des possibilités qui sont vraiment extrêmement intéressantes. On va aller maintenant, parce que là, c'est un peu la théorie, je vous explique des trucs qui existent, ok. Je vous montre des chats, je vous montre des bâtiments, des gens qui ressemblent à des gens. Ouais, ok. Nous, on s'est posé la question de... C'est super parce qu'on fait de la veille, le machin, etc. Très bien. Mais à quoi ça peut vraiment servir dans la vraie vie avec des cas industriels, des choses qui peuvent servir. Je vais vous parler de Bostik. Bostik, probablement tout le monde connaît, ils ont même une gamme de grand public. Hein. Vous allez chez Casto, vous avez du Bostik. Société assez importante, 2 milliards quand même. Hein. 45 pays fabriquent de la colle de tout type. Et on a travaillé sur des chubs. Alors qu'est-ce que c'est un chub? C'est ça. Un chub, c'est un pain de colle qui est packagé, qui n'est pas à destination du grand public, qui est à destination d'industriels. Et ça, typiquement, ce type de pain de colle est à destination de fabriquer des couches pour bébés. Et ces pains de colle, en fait, ils sont semi-transparents et ils peuvent contenir des bulles. On en voit une là. Et des corps étrangers. Le problème, c'est que les bulles, elles sont des fois à peine visibles à l'œil nu. La grande question, c'est comment on pourrait éventuellement détecter ces défauts-là en moins d'une seconde, parce que c'est la chaîne, pour prendre une décision sur le chub. Est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il n'est pas bon? Et l'idée, c'est de pouvoir avoir un modèle qui permette de faire ce genre de truc, que vous avez déjà vu 1000 fois. Hein. C'est-à-dire un modèle de détection n'a plus rien de forcément exceptionnel. La clé n'est pas dans le fait qu'on va pouvoir entraîner un modèle. La clé est comment on fait pour avoir suffisamment de données pour pouvoir ne pas demander 10 000 photos à Bostik. Alors déjà, le premier point, c'est une petite digression, mais s'il y en a qui font de la computer vision parmi vous ou qui s'y mettent, l'éclairage est un point presque aussi important que la data, que le shooting, que la synthétique data, que l'entraînement, que ce qu'on veut. Hein. L'éclairage en computer vision, c'est la clé et le type de caméra.
On n'est pas obligé de travailler que en caméra visible dans le champ des visibles. On peut faire de l'infrarouge, on peut faire de l'UV, on peut faire des tas de trucs. Mais l'éclairage, c'est mandatory. Je vous jure que les deux, c'est les mêmes. Donc ici, on voit à peu près la bulle. Et quand on l'éclaire bien, on s'aperçoit qu'il y en a une autre. Et puis après, c'est facile, hein, il suffit d'entraîner un modèle spécifique. Donc comme je disais, malheureusement, pour commencer, on n'échappe pas à une étape de labellisation. La clé, c'est comment la faire la plus courte possible et avec le moins de data possible. Donc c'est ce qu'on a fait. Hein. On a pris des chubs, on a pris en photo les chubs, on a pris en photo des bulles, enfin on a bonding boxé, on a labellisé les bulles, et avec 952 bulles, on est raisonnablement avec un taux de performance qui ne va pas être extraordinaire. Donc on va faire de la synthétique data. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a commencé par augmenter la data. Et vous allez vous apercevoir que c'est exactement pareil qu'avec les chats. En fait, on prend l'original, et puis vas-y, miroir, rotation, couleur, lightning, contraste, etc., distorsion. Reenactment, le background. Là, c'est pas la peine de le mettre dans les champs. Hein. La bulle dans les arbres, ça n'a pas de sens. Il faut que la bulle soit reenactment, hein, c'est la réinsertion lissée d'une bulle dans un chub qui n'en avait pas. Là, en général, alors là, on double. Là, on a doublé, à peu près. Donc, on a généré 1900 bulles. Et pour des raisons plus simples de positionnement, on a généré 1900 chubs. Bon. Le reenactment, c'est vrai que vous ne voyez pas très bien sur cet écran-là, mais lequel des deux est un chub augmenté? En fait, les deux. Non, en fait, ça ne se voit pas. C'est vraiment... les algorithmes maintenant de réinsertion, quand on travaille sur des faux, comme ça, permettent d'avoir des choses qui sont complètement transparentes. Et maintenant, puisqu'on a remplacé les chats avec l'augmentation, est-ce qu'on ne pourrait pas remplacer les chats aussi sur les GAN? Eh bien oui, parce que finalement, si on prend des bulles, on en a quelques-unes, on les met dans un discriminateur, il apprend à reconnaître des bulles. Pas trop bien, parce qu'on n'en a pas beaucoup. Mais si on met un générateur devant et qu'on lui met du bruit, il va probablement arriver, au bout d'un moment, à générer des bulles. Et bien en fait, c'est le cas. C'est tellement le cas. Alors juste, je vais vous montrer le film après. C'est un tout petit peu plus compliqué parce qu'effectivement, il y a plusieurs étapes. On va en usine, on fait le shooting, on a un premier dataset, on fait de la data augmentation, on a un deuxième dataset. En parallèle, on récupère, alors ça existe, c'est incroyable, ça existe, il y a des datasets de bulles, mais ce n'est pas du tout les bonnes bulles, donc on ne peut pas entraîner les modèles directement. Par contre, on peut faire du transfer learning. Super important le transfer learning. Vous ne pouvez pas faire d'IA si vous ne faites pas de transfer learning. Ça, si vous démarrez sur l'IA, etc., c'est mandatory. Hein. Sinon, vous allez avoir des perfs, vous allez perdre un temps fou. On fait un peu de transfer learning avec un million de datasets de sur un premier discriminateur. Ce discriminateur, on l'utilise dans un progressive GAN, que vous avez vu tout à l'heure. Là, vous avez vu avec les meubles qui grossissent au fur et à mesure, parce que c'est beaucoup plus simple à faire converger. On rentre du bruit, et abracadabra, on a des nouvelles bulles, on les adjoint au dataset numéro V2, et puis après ça, on enregistre enfin, on entraîne, enfin c'est pas enfin, parce qu'entre-temps, on a déjà entraîné des modèles, hein, et on entraîne un nouveau modèle. Et qu'est-ce que ça donne? Eh bien, ça donne ça, sauf que ça bouge. Donc là, c'est le bruit, et puis ça fait pareil que les meubles, sauf que c'est un tout petit peu moins sexy, parce que ça fait des bulles. Voilà. Mais ça fait pareil, c'est-à-dire que le modèle converge et il est capable de nous générer des bulles qui n'existent pas, mais qui sont suffisamment proches de bulles qui existent pour pouvoir duper un discriminateur qui a appris à reconnaître des bulles et donc les défauts. Ça marche avec globalement à peu près ce qu'on veut. Est-ce que tout ça sert à quelque chose? Il ne faut pas se poser la question. Oui, ça sert à quelque chose. Pour vous donner un peu des ordres d'idées, donc sur 190 chubs, 815 photos de bulles, on était à 59% de taux de chevauchement de bulles entre la bounding box et la prédiction. Quand on fait l'augmentation et qu'on est raisonnable, c'est-à-dire qu'on double, c'est pas la peine d'aller trop loin parce que de toute façon après les résultats s'écroulent. On gagne, alors vous allez me dire on gagne quasiment rien, mais si, c'est beaucoup en fait. Quand on gratte, surtout que ça c'est pas le taux de pertinence de décision au final, vous allez voir. Il faut gratter, il faut aller gratter des choses. On peut gratter 3%, c'est des bons gigantesques dans le monde de l'IA. Hein.
Donc là, avec une bonne data augmentation, pas trop, c'est la dose qui fait le poison, entre guillemets, hein, c'est pas trop, faut pas trop en mettre, on gagne, et on va encore gratter avec un programme, Progressive Growing GAN, et on arrive donc à 63% de bulles. L'idée, en fait, c'est que comme on peut pas, parce qu'on a fait les tests, hein, on ne peut pas, on a injecté 10 000 bulles de ProGAN. Parce qu'après, une fois qu'on a un GAN, on peut créer 1 million de bulles. Il suffit d'attendre un petit peu, on crée 1 million de bulles. En fait, ça s'écroule très vite. La pertinence, enfin, la qualité, on va dire, du modèle qu'on entraîne, si on met trop de data artificielle, il va s'écrouler. Ce qui est important, c'est que la décision qu'on peut prendre par rapport à ce taux de chevauchement, en fait, puisqu'il n'y a pas qu'une seule bulle en général par GAN, fait qu'il augmente de manière beaucoup plus importante. Et par contre, il faut faire très attention, parce que plus on va avoir tendance à avoir un bon modèle qui reconnaît vraiment très bien les défauts, il aura tendance à en voir là où il n'y en a pas. Et en fait, c'est ça tout cet équilibre. C'est de se dire, est-ce que si on a un système de recyclage, est-ce que c'est grave? Globalement, il faut se poser la question quand on fait de la détection. Est-ce que c'est grave si je détecte des défauts là où il n'y en a pas? Parce qu'il y a certains cas où c'est pas si grave que ça. Par exemple là, si sur un chub, on détecte 2 bulles qui sont des vraies bulles, et qu'on détecte une bulle qui n'est pas une bulle, mais de toute façon, il y en a déjà 2 dans le chub. Donc, de toute façon, le chub, il faut le retirer. Au final, le fait de détecter des défauts là où il n'y en a pas ne devient pas grave. Par contre, si on détecte des défauts là où il n'y en a pas du tout, c'est le cas où ça devient assez embêtant. Bref, tout ça pour dire que oui, il y a un phénomène qui était prévisible et qu'on a vérifié, si on arrive à générer des synthétiques data de manière raisonnable et qu'on les réinjecte et qu'on les mixte de manière hybride avec de la data réelle, alors on augmente la pertinence des modèles. Je reviens avec mes dessins de chats, vous savez, là, ça faisait des chats bizarres, là. Si on pouvait faire pareil avec les bulles, en fait, on peut très bien facilement extraire le dessin d'une bulle par de la manipulation d'images, la computer vision de base. Donc ça veut dire qu'on peut faire très facilement des couples été-hiver. Voilà, c'est bulle, dessin. Bulle, dessin, bulle, dessin, bulle, dessin, bulle, dessin. Hop, on entraîne un pix-to-pix. On fait de la data augmentation sur les dessins. Et vous savez ce qu'on en fait des data augmentation sur les dessins? On les réinjecte dans un générateur de pix-to-pix qui, lui, doit me donner, avec le dessin, une bulle qui serait la bulle associée au dessin. On donne ça au discriminateur qui dit « Est-ce que c'est une bulle? Ouais. Est-ce qu'elle est proche du dessin d'avant? Ouais. » Hop, on enfile ça dans le dataset et on a de la génération, de nouveau, d'un autre moyen que le Progressive Growing GAN. Donc on peut, avec différents types de synthétic data, enrichir au fur et à mesure le dataset, puisqu'on est obligé d'avoir une certaine diversité de la manière dont on les crée, parce que si on en utilise trop d'un coup, en fait, on écroule les modèles. Et si on utilisait une seule image, le fameux SynGAN, là, ça serait génial. Ouais, mais en fait, c'est tellement génial que ça marche pas. En fait, voilà, ça fait des images avec 8 scales, c'est-à-dire 8 étapes de DPI, là, vous savez. Vous avez compris le truc du progressive. Si on augmente les scales, en fait, ça marche. Moi, je trouve ça assez bluffant. C'est que ça génère des vrais chubs. Ils ont vraiment l'air de vrais chubs. Le problème, c'est que les bulles disparaissent. Ce qui n'est pas tout à fait ce qu'on veut faire. Si ça ne marche pas avec les chubs en entier, on va essayer avec juste la zone où il y a le défaut. Et là, ça marche extrêmement bien. Avec 8 scales seulement, on arrive à générer des déformations de bulles qui sont suffisamment crédibles. Le problème avec ça, c'est qu'on n'a pas directement la zone où est le défaut. Et s'il faut générer des datasets sur lesquels il faut refaire des labellisations à la main, etc., en fait, on n'a pas vraiment gagné. Parce que l'intérêt de la synthétique data, c'est qu'elle soit directement labellisée, directement utilisable. Donc là, en fait, il y a des étapes qui pourraient être utilisées, et faire du reenactment d'une grosse image comme ça dans un vrai chub est un gros problème. Donc on s'est dit, on va descendre encore un peu et on va faire un SynGAN juste sur les bulles pour pouvoir qui nous génère des autres bulles. Et en fait, ça marche pas du tout. En fait, il génère toujours la même chose. Donc,
la conclusion que je vais apporter à tout ça, puisque j'ai 1 minute de retard, mais comme j'ai commencé à 1 minute, bon, ça passe, c'est que c'est pas encore miraculeux, mais on est vraiment au début du début du début. C'est-à-dire que le GAN en tant que tel a été inventé, ça n'existait pas avant 2014. Le Progressive GAN, il a été inventé, je crois, en 2016. On a des trucs sur des trucs, on est vraiment juste au début. Ça évolue extrêmement vite. C'est même assez fatigant à suivre, le nombre de GAN qui sort et qui sait faire des choses. On est persuadé que c'est tellement prometteur, avec un champ d'action qui est tellement grand, qu'on a décidé de commencer l'industrialisation de ce que je viens de vous montrer. C'est-à-dire, comment on peut avoir des outils, nous, accélérateurs, où on se dit, on prend un dataset et on a des scripts tout prêts pour générer, via un progressive, via un SYNGAN, via un ceci, etc., de manière automatique, c'est-à-dire qu'on ne se pose plus la question. Là, je ne vous cache pas qu'on a passé un peu de temps pour faire ce genre de use case, mais c'est très facilement, entre guillemets, industrialisable pour en faire un outil de diagnostic rapide. Et du coup, ça peut servir à des autres trucs. Vous en avez un Progressive GAN là, qui sert à générer la signalétique de ralentisseurs sur des photos satellites de Google. Et si vous voulez savoir à quoi ça sert, en fait, je vous invite, c'est du teasing. Non, mais je vous invite à venir si vous êtes intéressé. On peut en discuter après, à la fin, là, si vous avez du temps, si vous avez des questions. Ou venir sur le stand, on est de l'autre côté, en E229, si vous voulez avoir des questions, enfin, que je réponde à vos questions ou en savoir plus là-dessus. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci, au revoir.